vais expliquer mon absence de notes. Hier, du moins avant-hier, pardonnez-moi, je perds un peu la notion du temps. Avant-hier, je suis tombé sur une œuvre qui parle du discours politique autour de la mort et il y a une citation bien particulière qui m'a frappé et qui m'a un peu forcé à refaire la communication au grand complet, puisqu'en un seul paragraphe, le chercheur en question avait réussi à synthétiser les 3 questions que je vais aborder aujourd'hui. Fait que j'ai un peu scrappé mon texte, puis j'ai fait, allons-y pour les 3 grandes lignes principales. De cette manière, ça va être beaucoup plus clair, et en plus, je vais pouvoir toujours revenir à cette citation de Achille Mbembe, qui provient de l'essai Nécropolitique en 2003, où il dit « Under what practical conditions is the right to kill, to allow to live, or to expose to death exercised? Who is the subject of this right? What does the implementation of such a right tell us about the person who is thus put to death and about the relationship of enmity that sets that person against his or her murderer? Imagining politics as a form of war, we must ask, what place is given to life, death, and the human body? » Donc essentiellement, vous avez ma présentation au grand complet ici, qu'on va voir à travers la lorgnette du comic book super-héroïque américain. Pour les gens qui sont un peu familiers avec le corpus, ça va être assez compliqué pour moi de faire un portrait exhaustif. Je vais dresser les grandes lignes, on va s'amuser à faire une grande vue d'ensemble, possiblement un voyage à vol d'oiseau, mais ça sera très compliqué et ennuyant, inévitablement, de faire un espèce de complet de « il est mort, il est revenu à ce point-ci » et tout. Et je pense pas que c'est ce que vous attendiez de moi aujourd'hui. Du moins, je l'espère, parce que c'était ça. Catch me outside. Donc, on commence avec la première question. Ah oui, pardon. Qui a le droit de vivre, de mourir et de revenir à la vie? Qui est la question, la thèse principale, du moins le clou pour la communication. À qui est-ce qu'on octroie le droit de vivre? À qui est-ce qu'on octroie le droit de mourir? Et à qui est-ce qu'on octroie le droit de revenir à la vie? C'est très important dans le comic book super-héroïque parce que, comme vous allez voir, il y a énormément de décès qui surviennent dans le corpus. Ceci est, à vue d'œil, les super-héros qui sont décédés dans les 5 dernières années. Donc, vous avez des super-héros qui proviennent... en fait, je pense que je me suis vraiment juste concentré entre Marvel et DC. Mais vous voyez qu'en 5 ans, il peut se passer énormément de trucs, à un point tel qu'en 5 ans, tous ces héros sont aussi revenus à la vie. Donc, la mort n'est pas un concept très permanent à ce qui a trait du comic book super-héroïque. Echo en parle en 1993 dans son essai du Superman au Serum. Il en parle de façon à expliquer le climat qu'il appelle onirique du comic book super-héroïque. Donc, essentiellement, comment Echo expose ça, c'est en disant que les événements diégétiques en comic book super-héroïque n'ont pas de préséance chronologique. Donc, que l'on peut essentiellement, en ouvrant un comic book, interchanger les événements historiques et dire ceci s'est passé un peu avant ou un peu après. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas essentiellement faire une ligne du temps avec tous les éléments du comic book super-héroïque. Tout est un peu interchangeable, mis à part certains événements qui pourraient, par instinct et non pas par détermination de calendrier, là, par détermination chronologique, arriver d'un moment à un autre. Quand je dis ça, je parle essentiellement, par exemple, de Civil War, l'événement de Mark Millar et de Steve McNiven. C'est arrivé à peu près dans le milieu de l'histoire du canon des Avengers et des X-Men. Là encore, qu'est-ce qui est arrivé avant et qu'est-ce qui est arrivé après reste dans ce climat onirique, comme il le dit. Donc, c'est assez difficile de combiner la mort et le climat onirique. Surtout dans le canon super-héroïque où, comme je vous montrais, les gens meurent et reviennent assez rapidement. Donc, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est mort la première fois. Ça devient assez mélangeant à ce point-ci. Mais c'est pour ça qu'il y a un laisser-aller par rapport à la réflexion sur la mort dans le comic book super-héroïque. Je vais me concentrer d'abord et avant tout sur la première mort, ou la mort la plus saillante. Ceci n'est pas une image de Avengers numéro 4 de 1964. C'est une image de Captain America White, faite par Jeff Lubb, puisque cette scène-ci, jusqu'à ce moment-là, n'était que imaginée. Je vais vous faire la petite histoire du numéro 4 d'Avengers. C'est évidemment les Kirby qui ont travaillé dessus. Le truc, c'est, pour inclure Captain America dans le groupe des Vengeurs, on devait rétroactivement le tuer pour être capable de justifier un paradoxe par rapport au temps diégétique de Captain America et le temps diégétique du restant des Vengeurs. Donc, on ne pouvait pas nécessairement faire vivre Tony Stark à la même époque que celle de Captain America, puisque pour les gens qui sont familiers, Captain America est un combattant de la Première Guerre mondiale, et Tony Stark est beaucoup plus quelqu'un qui provient de
post-Deuxième Guerre jusqu'à les années 50-60. Fait que ça devenait assez compliqué de mélanger ces deux diégèses-là. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est d'inventer un événement qui est marquant dans l'univers de Marvel, qui est le premier décès de Captain America. Le premier décès de Captain America est survenu à la fin de la guerre où son avion a été attaqué par un canon Mark Gustave et il s'est noyé dans les eaux de l'Arctique, parfaitement préservé dans un bloc de glace. Avengers numéro 4 met en scène le moment où on a sorti le bloc de glace et la première résurrection de Captain America est arrivée. Là, je vous fais un petit survol de ces importants décès pour qu'on soit tous à peu près à la même place. Mais rapidement, ça vaut toujours la peine de poser la question. Le canon super-héroïque est familier majoritairement, ou est-ce qu'il y a des gens que je dois vraiment, vraiment faire du plus ou moins? Tout le monde est dans le plus ou moins? Tout le monde est dans le jazz hands de Sophie? C'est bon. Donc, je vous encourage de m'interrompre si jamais je saute des étapes par rapport à des personnages qui, je me rends compte, sont tellement familiers pour ma personne que parfois il m'arrive de manquer des petits raboutages, et ainsi de suite. Le deuxième, c'est X-Men 137. Celui-ci est quand même assez intéressant et j'ai choisi cette couverture-là, non pas pour une raison anodine, c'est qu'elle explore le caractère lucratif aussi, le caractère commercial du décès. Comme vous pouvez voir par la bandelette jaune superposée sur la couverture, « This Marvel comic could be worth $205,000 to you ». On indique un concours, mais c'est aussi révélateur d'une, comment puis-je dire, une technique mercantile qui provenait de ces maisons d'édition-là, où on tuait des personnages pour offrir une certaine valeur en tant qu'objet de collection à ce numéro-là. Donc, vous avez peut-être tous entendu cet adage-là que lorsque Superman est décédé, les gens se sont rués à aller acheter le numéro de sa mort en croyant que 10, 15, 20 ans plus tard, ils pourraient payer leur université avec. Mais si tout le monde agit de cette manière-là, vous connaissez aussi bien que moi l'offre et la demande, ça fait en sorte qu'on se retrouve tous avec 6 exemplaires de ce numéro-là dans des boîtes qui valent 35 cents chacun. J'en ai amené dans mon sac s'il y a quelqu'un qui en veut. C'est le genre de truc qu'on distribue très, très, très allègrement, la mort de Superman. Et tristement, on a tendance à oublier que c'est un très beau comic book qui pose des très belles questions par rapport au décès, par rapport à la résurrection, par rapport à la place de Superman dans notre univers. Donc, je reviens à X-Men 137. Encore gavé de signification, notamment pour l'argent. Deuxièmement, pour l'idée. Pour les gens qui ne sont pas tout à fait familiers avec ce truc-ci, c'est un traumatisme collectif, le décès de Jean Grey, tel qu'il est indiqué en bas, Phoenix Must Die. Ça a été un événement très marquant pour énormément de personnes de mon âge et un peu plus vieilles, parce que c'était un des grands décès en comic book super-héroïque. J'ai encore des conversations avec des gens dans la quarantaine qui se rappellent d'avoir été bouleversés et fracassés par le décès de Jean Grey. Encore, comme je vous dis, beaucoup de trucs à sortir de ce comic-là. Évidemment, le personnage s'appelait Jean Grey. Il y a transition à son nom d'usage Phoenix à ce moment-là. Pas besoin de faire le background mythologique par rapport au Phoenix. Malgré que le nom connote le fait qu'elle va revenir, les gens ont été très émotionnellement bouleversés par ce décès-là. Donc, pour faire l'histoire, Phoenix est attaqué par un armada intergalactique. Mais en fait, les X-Men au grand complet sont attaqués par un armada intergalactique. Et il y aura un X-Men qui devra se sacrifier. On voit très bien sur la page couverture c'est qui. On ne fera pas de faux fuyants à ce point-ci, on va l'aviser, on va l'avertir. Et Phoenix se sacrifiera de manière beaucoup plus héroïque et beaucoup mieux réussie que dans l'adaptation filmique de 2008, si je me rappelle bien, Last Stand. Non, en fait, elle meurt dans le 2. Ouais, elle meurt dans le 2. Faite de manière... Elle meurt dans le 2 ou dans le 3? C'est dans le 2, hein? Ouais. Elle revient dans le... Ouais, c'est ça, exactement. C'était correct, là. Le 3, c'était épouvantable. Donc, elle le fait de façon extrêmement honorable, extrêmement noble. Elle se sacrifie. On devra attendre essentiellement 10 mois pour voir le retour de Phoenix. On va retrouver un œuf dans le fond d'un océan et qui émane énormément de pouvoirs de mutants. Et on dit, mais qu'est-ce que cet œuf? Et là, on ira chercher l'œuf, plongera, sortira l'œuf. Et il y aura une espèce de reprise du cas de figure de la Vénus de Botticelli où elle émergera complètement nue avec les cheveux roux qui la drapera et fera sa résurrection en bonne et due forme. Donc X-Men 137 est aussi un moment très important puisque c'est dans les best-of du décès, si je peux m'exprimer de cette manière-là. Un autre qui est très important et qui est un cas de figure important et intéressant, c'est le décès de Captain America
dans les pages de Captain America 25 en 2007, scénarisé par Ed Brubaker et illustré par Steve Epting, si je me rappelle bien. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et ici, c'est un truc qui devient, à mon avis, un peu plus symbolique par rapport à la chose. C'est, excusez, je me rappelle d'avoir lu ce comic-là sans savoir qu'est-ce qui se passait dedans. Là où tous les gens ont vécu comme cette énorme, ce gros fracas émotif. Moi, c'est Captain America 25 qui me l'a fait vivre. On a fait couler beaucoup d'encre sur ce logline-là, le tagline du comic. Où étiez-vous quand Captain America est décédé? Puis c'est drôle que je me rappelle plus de où j'étais que quand j'ai appris cette nouvelle-là, que je me rappelle pas nécessairement où j'étais quand j'ai appris le 11 septembre, ni le décès de Princesse Diana, mais Captain America, je m'en rappelle vraiment, vraiment bien. Et ici, il y a une dimension qui devient très, comme je vous dis, fascinante par rapport à tout le thème du colloque. C'est que le décès de Captain America était, comme vous pouvez le voir par l'imagerie, était un acte politique. Donc, en 2007, on est 6 ans après le 11 septembre. C'est assez difficile de nier que c'est sur ce bouton-là que voulait presser Ed Brubaker. Cette idée-là d'avoir l'iconographie ultime de Captain America, décédé, assassiné par coup de feu, sur des marches d'un palais de justice, avec des pancartes, entouré de pancartes de manifestants. Ça surenchère cette iconographie à la fois pour évoquer John F. Kennedy, à la fois pour évoquer la mort du rêve américain. C'est beaucoup trop chargé pour nier le fait que c'était complètement anodin et qu'on essayait ça pour le fun. Captain America est décédé puisque c'est essentiellement le moment où Ed Brubaker a décidé d'officialiser le fait de la mort du rêve américain. Donc, la mort, comme vous voyez, triple fonction, ou peut toujours prendre une fonction différente par rapport à comment on l'utilise. Ici, elle est diégétique, ici, elle est narratologique, et ici, elle est vraiment symbolique. Je continue à le dire par rapport à Captain America, s'il y a des gens qui veulent faire des recherches là-dessus. À chaque fois qu'il se passe quelque chose à Captain America, à chaque fois qu'il vit quelque chose, c'est pas mal inévitable que la corrélation se fait par rapport à un impact qui se fait aux États-Unis. Si on fait quelque chose à Captain America, on est en train de le faire aux États-Unis au grand complet. Il y a des gens qui argumentent que c'est essentiellement ce qu'on essaie de faire avec Superman aussi, mais avec Captain America, c'est très, très, très direct. Je vous rappelle que Captain America est actuellement inclus dans un ordre de néo-nazis, et si on est capable de faire une espèce de relation métonymique entre Captain America et les États-Unis actuellement, la montée du... J'ai pas besoin d'aller plus loin avec ça. Mais gardez ça en tête. À chaque fois qu'il se passe quelque chose avec Captain America, on est en train de dire quelque chose à propos des États-Unis. Et on est en train de le dire de la manière la plus percutante possible. Puisque je vous rappellerai qu'en 1973, Captain America a run for election, en fait. Il s'est présenté présidentielle américaine et il a perdu. Et je trouve que c'est extrêmement paradoxal que la personne qui est le embodiment of the real, pour reprendre les paroles de Zizek, qui est le corps américain par excellence, ne serait même pas capable d'être élu à une majorité, 50% plus 1. Donc ça dit énormément par rapport à ça. Mais revenons à la mort. Donc, qui sont ces personnages? Ah oui, ben c'est vrai. J'ai à vous dire que Captain America est revenu, je crois, 1 an et des poussières plus tard. Petite histoire on the side, je me rappelle qu'à l'époque, quand il est décédé, une compagnie montréalaise qui s'appelle le Furet Aveugle, Blind Ferret Entertainment, avait fait produire des t-shirts noirs où il était inscrit « Steve Rogers is not dead ». Et étant de ces personnes qui avaient été fortement affectées par cet événement, je me suis procuré le chandail. Et je me promenais au Comic-Con de New York et en croisant une personne, quelle a été ma surprise de l'entendre, me susurrer dans l'oreille de la manière la plus érotico-camaradesque. Yes, he is. Et j'ai trouvé ça très, très beau comme moment parce qu'il ne voulait pas créer un débat, il voulait juste voir comment que je réagirais et j'ai réagi en conséquence. J'étais comme... Ah! C'est gros. Donc, Captain America est revenu, comme je vous dis, 12-14 mois plus tard. C'est assez pour vous faire comprendre que la mort n'est pas permanente dans le canon super-héroïque états-unien. Mais qui est vraiment mort? Puis là, je me fais mentir moi-même parce que mon titre révèle un peu mon punch. Ben, en fait, la seule personne qui est vraiment, vraiment morte, c'est Uncle Ben. Puis là, c'est drôle parce que quand je faisais le PowerPoint, je suis allé chercher plein de dessins d'Uncle Ben et c'est quand même un personnage
comment dire, il n'y a pas d'iconographie principale du personnage d'Uncle Ben. Il est un peu fuyant, il est dessiné d'une manière différente par tout le monde. Je me disais que s'il fallait vraiment que vous le reconnaissiez, j'avais pas le choix de prendre Cliff Robertson, qui est l'acteur qui l'a joué. Et c'est pour cette raison-là que j'ai fait de l'inclusion par rapport au cinéma, mais sinon, il n'y en aura pas, je vous le promets. Uncle Ben est le seul personnage qui est 100% décédé. Et quand je dis 100% décédé, c'est qu'il n'y a eu aucune histoire alternative qui le remettait en scène, sauf pour quelques aléas avec des spectres, des souvenirs, des trucs où Peter Parker était frigorifié par la peur et Uncle Ben revenait comme Obi-Wan lui dire non, tout est correct, great power, great responsibility, do it. Uncle Ben, rapidement, est l'oncle de Peter Parker, j'aurais peut-être dû faire ça avant, qui donne les dernières leçons de super-héroïsme à Peter avant de mourir par une négligence de Peter Parker. Donc, le personnage qui incarne Spider-Man, donc Peter Parker, se sentira éternellement traqué par la responsabilité du décès de son oncle. Et c'est pour cette raison-là que Uncle Ben restera à toujours décédé, puisque tu ne peux pas revenir sur ça. C'est assez compliqué de ramener Uncle Ben sans remettre en question tout le projet idéologique autour de Spider-Man. Ça n'a pas empêché les gens d'ici de le faire. Je les mets dessus? Non, je les ai pas mis. Jor-El et Kara Zor-El, les deux parents de Superman, qui devraient théoriquement être décédés puisque leur planète a explosé, ont été récupérés et emprisonnés dans une bouteille qui s'appelle le Bottle City of Kandor. Donc on a réussi à aller chercher des kryptoniens avant que la planète explose. On les a miniaturisés, on les a mis dans une bouteille, dans une espèce de petit Sim City qui réside dans la forteresse de solitude de Superman. Donc une fois de temps en temps, Superman peut, à la manière d'Alice au Pays des Merveilles, boire la potion bleue, se réduire, aller voir ses parents, ressortir, et ainsi de suite. Fait que pour ces grands désastres-là, Superman est un peu... lui, il s'en sort. Va de même pour Thomas et Martha Wayne, qui sont venus récemment sous la plume de Grant Morrison, où Thomas Wayne, le père de Batman, s'est révélé être le grand orchestrateur de tout le projet autour de la création de Batman, en filiation avec un ordre qui s'appelle The Court of Owls, donc une société secrète où tout le monde est déguisé en hibou, puisque ce sont les prédateurs naturels des chauves-souris. La symbolique fonctionne à merveille. Mais je continue avec ces personnages qui sont véritablement immortels, parce que j'aimerais ça me ramener le plus souvent possible au thème central du colloque. Je vais partir un peu, on va revenir. Qui sont les personnages qui sont véritablement immortels? Ben, il y en a trois. Il y a Mr. Immortal, qui est le... c'est le moment de s'étouffer. Qui est le chef de la bande des Avengers des Grands Lacs. Donc oui, il y a une division des Great Lake Avengers, qui inclut Mr. Immortal. Je crois que Sasquatch de Alpha Flight, il a fait office de présence, et Squirrel Girl aussi, la fille écureuil. Si vous n'êtes pas en train de lire Unbeatable Squirrel Girl, je ne sais pas ce que vous faites ici, quittez, allez lire ça, revenez, je vais être encore ici, probablement en train de parler de comment certains super-héros m'ont fait pleurer. Donc, Mr. Immortal, je me suis retenu de ne pas mettre les images les plus graphiques de ses décès, mais c'est quelqu'un qui peut être décapité, électrocuté, charcuté, à tout jamais, il reviendra toujours. Un peu à la manière de Wolverine, mais on va revenir à Wolverine un peu plus tard, parce que je ne pouvais quand même pas parler, je ne pouvais quand même pas éviter le sujet. Mr. Immortal est d'abord et avant tout un personnage humoristique, j'espère que vous l'avez compris. S'en suivra Vandal Savage, qui lui est un personnage quand même assez fascinant, puisque, comme vous pouvez le voir dans le derrière de l'image, c'est un personnage qui est véritablement immortel. C'est quelqu'un qui aurait vécu toutes les époques de l'humanité. Donc, je pense qu'on ne se rend même pas à Homme des Cavernes, mais Vandal Savage serait, dans la diégèse super-héroïque de Marvel, de DC, un personnage qui serait tombé sur un... Attendez. Si je me rappelle bien, je crois que c'est un homme des cavernes qui a découvert un vaisseau extraterrestre qui a touché, ça lui a donné l'immortalité, donc ça fait en sorte qu'il sera un peu à la manière du Wandering Jew. Il devra toujours se promener sur la Terre, il sera toujours une présence. C'est le point d'ancrage pour l'humanité. Évidemment, vous l'avez deviné, que parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas mourir, c'est aussi essentiellement un savant fou, un despote, un démiurge un peu dingue, quelqu'un qui veut vraiment faire le pire de son temps. Donc, il a pris toutes ces incarnations-là, tous ces grands conquérants. Il a été Napoléon à la place de Napoléon, il a été centurion romain, il a été guerrier mongol, évidemment, samouraï. Ça a vraiment été un cas de figure extrêmement destructeur pour l'humanité.
Le dernier est Resurrection Man, qui lui n'est pas à proprement parler immortel, mais c'est un personnage qui est quand même intéressant par rapport à son immortalité. C'est qu'à chaque fois qu'il meurt, il revient à la vie avec un nouveau pouvoir. Donc Resurrection Man n'est pas, comme je vous dis, à proprement parler immortel, puisqu'il doit mourir, et il doit mourir jusqu'à temps qu'il arrive à obtenir le super pouvoir qui sauvera la situation. Donc il faut que, par exemple, s'il est pris sur une... totalement fictif, là, je ne me rappelle pas d'un numéro en particulier, mais s'il doit se doter du pouvoir de voler, ben, il va se lancer en bas d'une plateforme tant et aussi longtemps qu'il n'est pas capable de voler. C'est essentiellement un ancêtre du personnage de Darwin qui est apparu dans les X-Men sous la plume de Ed Brubaker encore, qui Darwin est capable de s'adapter à toutes les situations, sauf que lui n'a pas besoin de se tuer à chaque fois. Resurrection Man, c'est vraiment ça. C'est, à proprement parler, un lemming, donc quelqu'un qui est juste dans une ribambelle de décès ininterrompus. On en est à notre deuxième question, et on en est où dans le temps, parce que... Wow! Bon oui, deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire pour le personnage? Bon, là, on est vraiment plus dans le théorique. Je me suis vraiment penché sur la question. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, je vous remercie encore de me donner l'opportunité d'avoir pu penser à ça et de venir l'exposer devant tout le monde. Je reviens à Hero with a Thousand Faces de Joseph Campbell parce que, bon, essentiellement, on n'a pas le choix. Un truc que je trouvais très intéressant, c'est que Campbell explique que le héros qui est représenté dans une perspective duelle tout au long de son existence est synthétisé comme une image unique suite à sa mort. Mais ici, quand on utilise le cas de figure des super-héros, l'image synthèse, elle est apparente avant le cas de décès. Donc, on a déjà synthétisé le personnage dans sa notion héroïque avant même ce droit de passage, si on peut dire, en termes campbelliens, de la mort. Le héros devient un héros quand il fait face à la mort, mais le super-héros l'est déjà avant même de mourir. Il y a une forme de compréhension chez les super-héros que la mort ne peut pas les arrêter. Ce qui ne fait que complexifier l'image. On va revenir à ça tantôt. Il y a le cas du vieillissement, et c'est aussi, je reviens à Wolverine. Len Wein, le créateur de Wolverine, a une fois annoncé que tous les personnages de bande dessinée sont comme des requins. Ils doivent continuellement bouger ou ils meurent. Et ceci me permet d'introduire une notion qui est très peu connue, mais qui est pour moi extrêmement fascinante pour les études du comic super-héroïque. C'est quelque chose qui a été introduit par John Byrne dans les pages de She-Hulk. Il y a un moment où She-Hulk, qui est la cousine de Hulk, qui a eu un accident d'automobile, et elle a un groupe sanguin tellement précis et spécifique que seulement Bruce Banner pouvait lui donner du sang. Donc, elle a eu une transfusion de sang irradié. Elle est semi-Hulkish. Elle est capable de se rendre à une force pas du tout égale à celle de Hulk, mais capable de devenir extrêmement forte quand elle est fâchée, mais elle a aussi le pouvoir de l'allumer et de l'éteindre. Donc Jen Walters est vraiment plus en contrôle de Hulk, mais elle ne se rendra jamais à être capable de totalement tout démolir comme le Green Goliath. Dans les pages de She-Hulk, qui est un comic humoristique d'abord et avant tout, Jen Walters, le personnage, pardonnez-moi, le penchant civil de She-Hulk, qui est une avocate, engage une actrice. Pardonnez-moi pas, c'est une actrice à ce moment-là? Louise Baker? Non, Louise Baker, c'est l'actrice. Wheezy. Louise Richardson. Donc, She-Hulk engagera cette femme-là pour être sa secrétaire, pour être son adjointe administrative, et réalise que Wheezy est une super-héros des années 40. Elle est The Blonde Bombshell, qui est une les Fighting Blondies, vous connaissez un peu le trope, toutes ces femmes guerrières qu'on voyait dans l'imaginaire de la Deuxième Guerre mondiale, là, les femmes en attirail d'avions de combat, les bombers, et ainsi de suite. The Blonde Bombshell en était une de ces dames-là. Mais, quand She-Hulk regarde Wheezy, elle constate qu'elle a vieilli, malgré que She-Hulk, elle, n'a pas vieilli. C'est là où le truc que John Byrne a rajouté est vraiment intéressant, c'est que Wheezy explique de manière extrêmement métafictionnelle que le personnage super-héroïque vieillit lorsqu'il échappe à la publication. Je vais expliciter ce que j'essaie de dire. Batman ne vieillit pas parce que ça fait 80 ans que tous les mois, il y a un comic de lui. Donc, la figure est continuellement en train de se préserver, si je peux le dire de cette manière-là. Mais un personnage qui disparaîtrait du canon super-héroïque pour un certain moment vieillirait de ce temps-là. C'est ce qui explique, par exemple, pourquoi Bucky a vieilli, mais pas Captain America. Bucky, on a cru très longtemps qu'il était décédé, il ne l'est pas, c'est lui Winter Soldier, je vous laisse
Je vous gâche rien, vous avez tous vu Civil War ou Winter Soldier. Si vous n'avez pas vu Winter Soldier, c'est un très bon film. Mais dans l'univers de Marvel, du moins, on considère qu'un personnage qui ne vit pas d'aventure peut se permettre de vieillir. Donc le vieillissement est indicateur d'une perte de, pas d'héroïsme, mais d'activité héroïque. Et c'est pour cette raison-là que Len Wein peut le dire avec énormément de clarté, que le personnage de super-héros doit continuellement renouveler ses aventures pour échapper au vieillissement et de facto à la mort. On y va. Quelle place offrons-nous à la vie et à la mort? Ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que quand on va chercher le pouls public de la chose, le lectorat s'est rapidement tanné de cette idée-là d'une mort inconséquente, du fait que bon, c'est correct, Steve Rogers va se faire tirer, puis après ça, on va le revoir quelques mois plus tard, et ainsi de suite. Il y a un grand cynisme qui provient de la part des lecteurs par rapport à ça. Et je me suis encore amusé, pour les bienfaits de cette communication-là, à peut-être prendre le cynisme inversé, puis dire, peut-être que les gens sont tannés puisqu'ils voient trop les mécaniques qui sont derrière, et finissent par oublier un peu qu'est-ce que ça peut permettre en termes de littérature, qu'est-ce que ça peut permettre en termes de corpus littéraire d'échapper à la mort. Puisqu'il y a très peu d'œuvres romanesques qui existent dans un corpus immortel, à la manière qu'on l'a vu depuis le début de la présentation, il n'y en a absolument aucun. Mais on tend à ignorer et oublier les opportunités que ça nous offre. Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça? Et même jusqu'à 2015, avec l'apparition du Secret Wars, un truc avec lequel je vais conclure, on voit que c'est encore en train d'être travaillé dans le comic book. Fait que ce truc-là là, de pourquoi la mort en comic book est sans signification, pour moi, c'est vraiment manquer le bateau. Je reviens à Campbell encore, parce que cette question-là que j'ai laissée en suspens tantôt mérite d'être abordée. Là où il dit que le héros ne serait pas un héros si la mort n'était pas pour lui une terreur. La première condition du super-héros, c'est la réconciliation avec le tombeau. Donc, ici, Campbell, autant qu'il a été utilisé à bon escient pour faire l'étude de comic book super-héroïque, échappe un peu à cette dimension-là par rapport au comic book, puisque le personnage n'est pas nécessairement craintif de son propre décès. De règle générale, lorsqu'un super-héros meurt, c'est dans un sacrifice christique ou non, c'est dans une connaissance complète de cause, et aussi, ça me peine de le dire, avec une touche d'inconséquence. C'est très rare qu'un super-héros prend en considération la fin ultime de sa personne. On dirait que ça va de soi dans la nature du héros que de complètement oublier ce reconciliation with the grave que Campbell nous explicite. Ça sera pas. Vous allez voir ce que je vais faire avec ça. À ce qui a trait du potentiel littéraire, c'est ici où... Est-ce que vous êtes familier avec la signature The End? Ça devient très intéressant. Merci, Jasmin. Ça devient très intéressant parce que Marvel, vers les années 2000, parce que je pense que le premier qui a été fait, c'est Hulk The End, ça date de 2003, 2004, ils ont commencé à publier des histoires qui étaient un focus bien particulier sur la fin d'un personnage. Et ça, à mon avis, ou du moins dans l'extension de ma connaissance, il n'y a pas d'œuvre littéraire qui se met en position de dire « je vais écrire la fin d'un personnage ». On va écrire la mort d'un personnage. Évidemment, il y a eu les chutes à Rauschenbach pour Sherlock Holmes, et ainsi de suite. On clôt l'histoire d'un héros, d'un super-héros, d'un personnage. On tue le père Goriot éventuellement. Mais on ne part... Il m'arrive, en fait, moi j'ai pas d'exemple en tête, de véritablement vouloir raconter la fin d'un personnage avant qu'elle arrive pour de vrai. Donc, on le sait très bien que Hulk n'est pas décédé, on sait que Wolverine n'est pas décédé, on sait que l'univers diégétique entier de Marvel n'est pas décédé, mais on a quand même déjà imaginé comment ça va se terminer. Et je dois vous dire que ce n'est pas les versions définitives. C'est juste, s'il y avait à se terminer, si le récit de Wolverine avait à se terminer, c'est de cette manière-là que ça va se faire. Et ça ne fonctionne pas particulièrement bien parce que, à ce qui a trait de l'exemple de Wolverine, son décès est moins diégétiquement correct que le numéro de, pardonnez-moi, la maxi-série de Charles Soule qui s'appelle The Death of Wolverine, qui, elle, est un décès définitif. Je vais revenir rapidement par rapport au film Logan qui est sorti récemment,
où on dit que Wolverine est mort, mais les conditions de son décès sont extrêmement superficielles. Je n'ai pas vu le film, mais il semblerait qu'il meure de manière à ce que tout le monde est très conscient du fait qu'il pourrait juste se relever, puisqu'on connaît très bien ses pouvoirs. C'est essentiellement ce qui arrive avec Wolverine The End, mais dans The Death of Wolverine, pour rajouter sur le personnage, il sera pris dans un projet où il deviendra essentiellement une fonderie d'animantium. Petite parenthèse pour le personnage, Wolverine a un facteur de guérissement, de guérissage, un healing factor qui fait en sorte que il meurt, mais son corps régénère pas mal automatiquement. Donc, lui aussi, c'est un personnage à micro-décès. Ça, c'est son pouvoir de mutant. Mais il a été sujet d'expérimentation sous le Weapons Project, qui, pour la petite histoire comme ça, Captain America en fait partie. Captain America est Weapons 2, Wolverine est Weapons 10, et c'est pour ça qu'on l'appelle Weapon X. Il a été, dans ce projet-là, son squelette a été couvert d'un métal fictif, mais extrêmement résistant, qui s'appelle l'adimantium. Dans The Death of Wolverine, son adimantium sortira de son corps et le couvrira au grand complet pour faire de lui une statue d'adimantium. Donc, le décès de Wolverine dans Death of Wolverine est pas mal permanent. Il n'y a pas vraiment de façon de briser un métal imbrisable pendant qu'il y a un monsieur canadien fâché dans son cœur. Il y a toutes sortes de façons de faire terminer Wolverine et on le fait terminer de façon assez diverse. Va même avec The Hulk. The Hulk The End vient contredire le scénario de Peter David du Maestro. Donc, on serait porté à croire, dans une diégèse cohérente de Marvel, qu'à la fin de l'univers, il y aura un despote vert, barbu, qui s'appellera le Maestro, et qui contrôlera la Terre. Ça sera une version extrêmement psychologiquement abîmée de The Hulk. The End contredit ce scénario-là de The Maestro. C'est à quel point est-ce que, malgré qu'on a décidé d'écrire une fin, ce n'est pas une fin définitive. C'est vraiment juste une fin optionnelle. Si vous êtes curieux de savoir comment est-ce que ça pourrait se terminer, on a fait la fin. Mais, qu'est-ce qu'on est capable de faire après cette fin-là? Il n'y a pas de limite. J'en arrive à ma conclusion. En fait, c'est mon dernier gros moment de frisson. Et c'est aussi un moment où j'ai été exposé, en quelque sorte, à ce dernier truc de qu'est-ce qu'on peut faire avec un corpus qui ne meurt pas. Celui-ci appartient, en fait, a été scénarisé par Jonathan Hickman et illustré par Isad Ribic dans le dernier numéro de Secret Wars qui a été publié en 2015. Tout l'univers de Marvel a été détruit et reconstruit dans l'univers de Secret Wars. Donc, ça fait juste rajouter à la liste que je vous mentionnais plus tôt que, bon, autant qu'il y a toutes ces personnes-là, il y a aussi tout l'univers de Marvel qui est mort en 2015 et qui est revenu. Toute cette grande confrontation-là est essentiellement alimentée par l'opposition entre M. Fantastic, Reed Richards et Dr. Doom. À la fin de Secret Wars, il y a une prise de conscience de la part de Reed Richards qui, en fait, il se rend compte qu'il participe à une forme de danse cosmique avec Dr. Doom, qu'il doit toujours y avoir confrontation, puisque le comic book super-héroïque a comme vecteur principal la confrontation, violente ou non, mais il y a toujours une opposition, il y a toujours de l'antagonisme. Et Reed Richards, une fois qu'il a rebâti l'univers, se rend compte de sa futilité, d'espèce de plan sisyphien, de continuellement être en opposition à Dr. Doom, et décide de faire « je me retire ». C'est le moment de me retirer à ce point-ci. Et il nous livre ce monologue-là, où il parle de l'entropie et de la fin de toutes les choses. Et dit, comme je vous expliquais, j'ai changé, I changed my mind, I'm letting go, because now I believe in expansion, I believe we endure, don't you see, everything lives. Et cette idée que les gens sont extrêmement, que le lectorat est frustré par le fait que la mort n'est pas permanente, peut être, comme je vous dis, vu de l'autre côté, comme Hickman le met en parole, non pas que la mort n'est pas permanente, mais que la vie est partout. Et que l'exploration du comic book super-héroïque n'est pas dans l'exploration de la mort, puisqu'elle ne saisit aucun personnage, sauf Uncle Ben. C'est la vie qui est importante chez les personnages super-héroïques. C'est pas l'immortalité comme la négation de la mort, mais c'est l'immortalité comme la persévérance de la vie. La vie sera toujours actualisée dans le comic book super-héroïque. Et autant qu'on veut avoir des scénarios catastrophiques, ça tient pas. Ça tient pas. Le comic book super-héroïque est une source
optimiste, est une source de résurrection, de revigorisation de l'être humain. On essaie d'en donner plus, on n'essaie pas d'en enlever. C'est très agréable de voir les chemins de croix pour certains personnages, mais essentiellement, ça ne colle pas avec le génome, si je peux dire, narratologique du personnage. Qu'est-ce qui est important? C'est la force de vie qu'il y a chez les personnages super-héroïques. Ça transparaît, même jusqu'à dans leur costume. Les couleurs, la brillance, l'idée qu'on est continuellement en train de mettre de l'action, du mouvement dans les pages. On veut voir l'éclatement énergique sortir des pages. Il n'y a pas de mort en comic book super-héroïque, il n'y a que, comme je vous dis, la persévérance de la vie. Donc, everything lives. Et je termine avec une citation de Carlos Tinoco qui dit, essentiellement, et je cite, « Pourquoi la mort cause problème? Pas parce que nous en avons conscience, plutôt parce que cette conscience engendre en nous de l'angoisse. C'est cette dernière qu'il nous faut affronter, par l'information neutre de notre disparition inévitable, du temps dévorateur ou de notre solitude existentielle. L'ennemi, c'est la pratique sourde qui gît au fond de nous. C'est le désespoir dont le refrain lancinant ne s'éteint jamais tout à fait. On ne combat pas l'émotion avec la raison. On affronte l'émotion qu'avec l'émotion. Ce qui nous tient debout miraculeusement, ce sont ces moments où la joie d'être pleinement là, où on devrait être, est telle que la mort devient acceptable. » Ici, à mon avis, pourquoi le comic book super-héroïque fonctionne encore en tant que genre. Autant que, comme je vous disais, Captain America nous permet de dire des trucs sur notre époque, que Peter Parker nous permet d'utiliser une forme d'avatar pour la moralité, l'utilisation de cette morale pour le bien ou pour le mal. Autant que X-Men devient une très belle métaphore pour la diversité, et ainsi de suite. Le comic book super-héroïque est naïvement rassurant. Et je pense que la dernière assurance qu'on a besoin, c'est celle de notre mort inévitable. Puis c'est le fun d'être capable de plonger dans un univers diégétique où ce n'est pas saugrenu que la mort n'a pas de prise. Ça serait quelque chose que de le voir dans un canon romanesque, de dire, bon, ça fonctionne quand il y a des préceptes de science-fiction, quand on dit, bon, dans cet univers-là, la mort ne fonctionne pas de cette manière-là, mais c'est un principe de facto quand on est en train de lire un comic de super-héros. Puis c'est ce qui rajoute à cette signification-là rassurante et que certaines personnes considèrent naïve, mais que moi je considère comme enrichissante.